Alors, je suis devenu avocat, je vais pas dire par hasard, mais c'est vrai que c'est pas une vocation. J'ai pas été délégué de classe en sixième, en cinquième. Enfin si, je l'ai été, mais je veux dire, c'est pas voilà, je suis pas dans le storytelling, qu'on raconte régulièrement, que certains avocats racontent. Non, je savais pas du tout que je voulais être avocat. J'ai passé un bac scientifique, après quoi j'ai fait des études littéraires, prépa littéraire Hippocagne et Cagne. Ça me plaisait beaucoup, mais je voulais quand même quelque chose d'un peu plus concret et ancré dans le réel. Et après 2 années de prépa littéraire, j'ai été, faire des études de droit à Sceaux, puis à la Sorbonne. Et là, ne sachant toujours pas trop ce que je voulais faire, en vérité, jusqu'à mes 22-23 ans, je savais pas trop ce que je voulais faire. Quand on sait pas ce qu'on veut faire, on poursuit un peu la filière classique. Et la filière classique m'a mené au CRFPA. Et d'ailleurs, je faisais même du droit public des affaires au début, donc Ah ouais. chose que je ne pratique plus du tout aujourd'hui. Mais quand je dis au début, c'est en fait jusqu'à mon stage final de l'école du barreau. Donc vraiment, non, je suis arrivé à la fois au métier d'avocat et à la spécialité et au domaine du droit pénal. J'y suis arrivé pas par hasard, mais en tout cas sans l'avoir beaucoup anticipé. Et du coup, le fameux switch du pénal des affaires vers le pénal, enfin, Du du droit public des public des affaires, affaires au public droit des pénal, affaires. Heu, comment est-ce qu'il s'est opéré? à la fois lentement et rapidement. Lentement parce que j'ai fait tout mon cursus universitaire et à l'école du barreau en droit public des affaires, avec des stages en gros cabinet, en plus petit cabinet, en moyen cabinet, toujours en public des affaires. Chaque fois, ça ne me plaisait pas. Chaque fois, j'étais vraiment derrière un écran un peu toute la journée. Je trouvais ça très théorique, très rugueux, très aride. Et j'étais pas trop épanoui là-dedans. Et donc vraiment, je comptais, vous voyez, pour dire à quel point vraiment je prévoyais pas forcément d'être avocat depuis toujours, je comptais vraiment faire autre chose qu'avocat après mon stage final. Je me suis dit, bon, bah, il y a plein d'autres secteurs qui sont sans doute passionnants dans la vie. Il n'y a pas que ce métier-là, même hors droit. Et là, j'avais un ami à l'époque qui m'a dit, non, mais essaye le droit pénal, ça pourrait te plaire, etc. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et puis le droit pénal m'a toujours paru très difficile à exercer. J'avais l'impression que lorsqu'on disait je veux être pénaliste, c'était comme dire je veux être acteur, je veux être. J'ai l'impression qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui voulaient faire, mais qu'en fait c'était impraticable parce que bouché, parce que trop de concurrence, etc. Et donc je me suis dit mais j'y arriverai pas. Et donc j'ai fait un stage en droit pénal, donc Donc conseillé malgré et le fait que poussé vous vous par êtes mon dit: ami. «Je n'y arriverai pas», vous vous êtes dit Bah, quand même. je me suis dit, c'est la dernière chance. C'est la dernière OK. chance. En fait, je donne une dernière chance à ce métier d'avocat. Post-stage final, donc, j'ai fait un stage, vous savez, c'est des stages, je vais pas dire faussement conventionnés, mais Oui, oui. quasi fac for pro. Rien que les noms des boîtes à stage. En fait, c'est des boîtes à convention stage qui faisaient ça à l'époque. Je crois que ça n'existe plus trop aujourd'hui. Fac for pro, Be Student Forever, etc. Et donc, j'ai payé ma convention de stage. J'ai fait un stage complémentaire pendant que mes camarades prêtaient serment en pénal. Et là, quand même, j'ai été surpris, mais quand même une espèce de coup de cœur pour ce métier. Je fréquentais des pénalistes qui faisaient ça, qui allaient en prison, qui plaidaient. Voilà. Et en fait, ce métier existe vraiment. J'avais l'impression qu'ils étaient 4 en France, qu'il y avait peut-être Dupond-Moretti et 3 autres pénalistes en France. J'avais, je pense, une vision faussée de ce métier. Et en fait, non. Et en fait, il y a beaucoup de pénalistes. On peut exercer ce métier avec passion, avec énergie. Et là, pour le coup, pour la première fois, je ne comptais pas mes heures. Je restais très tard au cabinet pour ce stage, post-stage final donc. J'ai adoré ce stage. Où vraiment, en plus c'était un stage court, hein, c'était un stage de 3-4 mois, mais vraiment hyper intense. Et j'ai appris des centaines de choses parce que je rentrais chez moi le soir, je bûchais cette matière que je n'avais jamais pratiquée ni à la fac, ni à l'école du barreau, ni dans aucun stage. Et donc j'avais quand même beaucoup de retard à accumuler puisque je prétendais, après ce stage de 3 mois, je prétendais chercher et obtenir une collaboration en droit pénal, ce qui était quand même un peu, pas dire prétentieux, mais qui me paraissait audacieux au vu du fait que beaucoup de gens cherchent des collaborations en droit pénal. Et donc j'ai beaucoup travaillé, mais quand on a envie de faire quelque chose, ce qui m'a manqué pendant les années qui précédaient, quand on a envie de faire quelque chose, qu'on s'en donne les moyens, qu'on a l'énergie pour et qu'en fait on y prend du plaisir, c'est plus si difficile que ça. Ou même si c'est difficile, on prend aussi du plaisir dans la difficulté. Donc c'est pas pareil. Comment est-ce que le glissement vers la collaboration s'est fait? Est-ce que vous avez réussi à trouver une collaboration en droit pénal tout de suite? Est-ce que vous avez dû passer par une phase où vous faisiez du droit public et à vos heures perdues, c'est-à-dire le soir et les week-ends du pénal? Enfin, comment est-ce que ça s'est agencé? J'ai fait une première collaboration en droit pénal qui a été éclair, qui a duré 1 mois, 2 mois peut-être, qui s'est Ok. très mal passée. Ouais. Je crois d'ailleurs que j'avais même pas signé mon contrat de collaboration parce que la personne voulait pas me le faire signer, elle attendait. Donc là, je me suis dit, bon, en fait, Donc, peut-être que c'est tout ce repas qu'on pour aime en moi. travail dissimulé. Non, mais enfin bon, je vais pas. Ça s'est vraiment très mal passé. Et donc, je me suis dit, je vais partir, il faut que je parte, il faut que je parte. Et puis un jour, j'ai laissé mes clés. Et puis, de toute façon, j'avais rien signé. Donc, je pouvais, voilà. Je demandais régulièrement. Bon, bref, je passe cet épisode un peu difficile qui s'est mal passé.
Et j'ai trouvé, grâce au stage, j'ai fait un stage en fait chez Mathieu Chirez et Thomas Ricard en droit pénal. Et Mathieu Chirez avait été collaborateur quelques années auparavant auprès de David Olivier Kaminski. Il m'a dit bon, écoute, on peut pas t'embaucher, on n'a pas de place chez nous. En revanche, j'ai travaillé 3 ans avec David Olivier Kaminski qui fait du droit pénal. Je te pousse un petit peu, je te fais la passe, va en entretien, donne ce que tu peux et vas-y. Donc j'ai été à l'entretien. C'était difficile parce que là vraiment pour le coup je suis rentré, alors David Olivier Kaminski c'est le droit pénal un peu dans toute sa splendeur, c'est vraiment les tôles, les gardes à vue toute la journée, ça rentre, ça sort, vraiment c'est une fourmilière, c'est une ruche d'abeilles ce cabinet, c'était vraiment avec beaucoup d'activités. Et donc grâce à ce pont que m'a fait Mathieu Chirez, chez qui j'avais donc fait ce stage, j'ai pu aller chez David Olivier Kaminski et commencer là une collaboration en droit pénal qui a duré 3 ans. Ok, donc parce que cette première expérience éclair qui s'est mal passée aurait pu confirmer, je veux dire, tous les préjugés qu'on a, tous les préjugés qu'on a sur justement la difficulté d'aller dans le milieu du droit pénal, c'est-à-dire qu'il y a tellement de prétendants que du coup, et finalement assez peu d'offres de collaboration relativement au nombre de personnes qui cherchent. Et donc, c'est un peu la jungle et les cabinets en profitent allègrement pour... voilà. Et ça aurait pu être l'espèce de confirmation que vous dites, OK, en fait, c'est effectivement un truc pour les acteurs. Il y en a quelques-uns qui s'en sortent très bien, mais pour les autres, c'est d'une grosse galère. Et finalement, vous avez quand même réussi à... Ça aurait pu, mais bon, j'ai vite compris aussi qu'elle était peut-être un peu à part. C'était du pénal des affaires. Elle était entre plusieurs pays. Enfin, c'était un peu difficile à gérer. Je la voyais très, très peu. Donc, c'était très différent du cabinet d'avant et donc du cabinet d'après. Et je pense que je l'ai senti. J'ai un petit peu persévéré et il faut dire les choses, j'ai accepté aussi de partir pour un autre cabinet qui me payait beaucoup moins. Donc vraiment à ce moment-là de ma vie, je me suis dit bon j'accepte quand même je crois que je perdais un peu plus de 1 000 € je crois de rétrocession, mais je l'ai fait parce que je voulais pas continuer dans ces conditions où j'apprenais pas grand-chose, où de toute façon j'avais pas de contrat de signer. Et donc voilà, j'ai aussi pris sur moi de prendre ce risque ou de faire ce choix en tout cas, de pas prioriser la rétrocession, mais de prioriser une collaboration où je ferais quelque chose qui me plaît. Rétrocession tarif barreau. Alors, tarif UGA. Tarif barreau. La deuxième, celle que j'ai où j'ai fini à aller, c'était tarif barreau. La première était se rapprocher un peu du tarif UGA. Alors j'ai oublié parce qu'en plus les tarifs UGA ont beaucoup augmenté. Ça fait 8 ans, donc ça ne cesse d'augmenter. Donc j'ai un peu oublié les montants, mais je me rappelle que j'avais ce chiffre. Bon, je perds 1 000 € par mois, mais j'ai été parce que voilà, je me suis dit et je me suis même dit, je me rappelle quand j'étais dans cette collaboration que c'était presque, est-ce que j'étais mal payé, mais je me suis dit que c'était une prolongation de stage. J'accepte d'être peu payé, mais pour faire quand même quelque chose où je vais me former. Je prétendais pas à grand chose. Je venais d'apprendre le droit pénal, donc je pouvais pas prétendre non plus à aller dans des cabinets qui payent très bien. Je savais que j'avais pas les compétences, la formation ou le profil pour. Mais j'avais à l'époque mon petit studio au 6e étage sans ascenseur de 16 mètres carrés, donc j'avais pas non plus des frais énormes. Et donc voilà, je me suis dit j'ai pas de frais, j'ai pas beaucoup de frais personnels, donc c'est pas très grave si je gagne pas très bien ma vie aujourd'hui. Je vais investir sur une formation pour plus tard, j'espère, prétendre à mieux, soit d'autres collaborations, soit m'installer, soit voilà, évoluer comme on le fait. Mais en début de carrière, quand j'ai prêté serment, c'était pas mon objectif, la rétrocession. Et comment est-ce que ça se passe justement cette collab ? C'est difficile, c'est très très difficile. Et chaque fois que je le recroise aujourd'hui, d'ailleurs, David Kaminski, je lui dis à quel point vraiment c'était difficile. Donc, non, c'était difficile parce que c'est un rythme extrêmement soutenu, c'est des horaires vraiment importants. Faut dire ce qui est, c'est une collaboration où j'avais pas. Alors, j'y prétendais pas parce que peut-être syndrome d'imposteur, j'y prétendais pas du tout, mais j'avais 0 client personnel, de toute façon personne ne venait me voir, j'avais pas de site internet, je faisais rien du tout pour, mais en tout cas j'avais matériellement, vraiment ça prenait beaucoup de temps. Faut dire aussi un équilibre avec la vie privée que je trouvais difficile, mais donc beaucoup d'inconvénients, hein, pas très bien payé, très difficile, etc. Mais voilà, je travaillais pour quelqu'un qui travaillait lui-même énormément et je le voyais, on était au contact. C'était une formation exceptionnelle parce que vraiment, pour le coup, je faisais ce qui me paraissait infaisable, c'est-à-dire que je plaidais 4 fois par semaine, j'allais en prison, j'apprenais le métier comme jamais et j'ai vu que je faisais des progrès extraordinaires. Donc, parfois dans la douleur, c'est vrai, parfois dans la difficulté, mais je sais pas, peut-être un héritage chrétien. Je me suis toujours dit aussi, mais c'est peut-être stupide, hein, que
la difficulté permet parfois de progresser et qu'on ne peut pas forcément tout apprendre dans conditions toujours extrêmement. Alors, je sais que l'époque est toujours à la bienveillance et à la absolue, douceur. la douceur, les Montessori, et tout ça. Je sais pas, peut-être que c'est pas forcément ma tasse de thé, mais en tout cas, je m'épanouissais presque dans la difficulté. C'est un peu paradoxal, mais en tout cas, je m'épanouissais dans ce que je faisais. J'aimais ce que je faisais et je me sentais à ma place. Et en fait, quand on a passé 5 ans, 6 ans, 7 ans dans son cursus universitaire à ne pas se sentir à sa place, parfois avec des bonnes rétrocessions, parfois même en stage, j'étais très bien payé. J'ai fait des stages dans des gros cabinets anglo-saxons. Mieux payé non, mais en voilà, stage que... j'ai fait des stages où j'étais mieux payé que dans ma collaboration, mais je ne me sentais pas à ma place. Et donc, pour le coup, c'est pour ça que j'ai accepté, même si, encore une fois, les conditions n'étaient pas évidentes. Et en fait, c'est pas les conditions de la collaboration, c'est ce que j'ai appris par la suite, c'est que le métier est difficile. C'est le métier... C'est que le métier qui est difficile. Le métier Et de d'avocat droit pénal en pénaliste, plus, ouais. voilà, le métier d'avocat est difficile. Le métier d'avocat pénaliste est difficile. Le métier d'avocat pénaliste. Vous étiez en prison le samedi avec votre collaborant, etc. Non, il me faisait pas travailler le week-end. Okay. Enfin, il me faisait travailler le week-end lorsqu'il y avait des gardes à vue. Okay. Lorsqu'il y avait des gardes à vue, donc c'est le droit pénal d'urgence. Ouais. Il y a une garde à vue le samedi ou le dimanche, il faut y aller. Mais les prisons, c'était faisable la semaine, Okay. donc pour le coup, non. Mais voilà, le soir, on terminait tard. Mais voilà, et je le voyais travailler beaucoup, en fait. Et quand on voit aussi quelqu'un travailler, vraiment, moi, j'avais l'impression de travailler énormément, mais lui, il était toujours devant, toujours plus énergique. Il avait toujours trois... Bon, c'est son métier, c'est son cabinet, il faisait ça depuis plusieurs années. Non, mais il y a une forme de leadership qui fait que voilà. c'est moins... Voilà, exactement. Il y a moins l'impression d'être la petite fourmi ouvrière de quelqu'un qui, globalement... C'est ça. Il avait un vrai leadership, une vraie énergie, et c'était vraiment la locomotive qui nous tirait. Donc, je me sentais quand même un peu tiré par cette locomotive devant. Ce qui fait que c'était plus simple. Il y avait d'autres collaborateurs avec moi. Il y avait toujours une très bonne ambiance. Il y avait une secrétaire, Vanessa, que j'adore, qui était aussi... Non, mais voilà, ça compte aussi, qui mettait une bonne ambiance. Compte, et donc, même si c'est difficile et que c'est parfois un peu rugueux, je me sentais à ma place, j'adorais ce que je faisais et je me disais, il y a 2 ans, 3 ans, j'aurais tout donné pour être là. Donc voilà, te plains pas. Ça va pas durer toute ta vie non plus. Ça a duré 3 ans. Je pensais pas rester autant. Je pensais pas tenir autant. Donc ça a duré 3 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé justement au bout de 3 ans ? Bah en fait, au bout de 2 ans déjà, j'ai passé la conférence du barreau de Paris. J'ai été au 3e tour et je me suis dit, si je l'ai, je démissionne. Et je l'ai pas eu. Donc je suis resté 1 an de plus. Et la 3e année, pour le coup, je l'ai un peu mal vécu parce que pour le coup, ça devenait un choix par défaut, presque d'être là. Je me suis dit, je l'ai pas eu, c'est pour ça que je suis là. C'est pas parce que j'ai envie d'être là, c'est parce que j'ai raté la conférence. Et donc la 3e année a été peut-être un peu plus difficile parce que j'avais l'impression d'être épuisé aussi. Physiquement, j'étais épuisé par cette collaboration. Mais il y avait aussi le fait que ma présence était le résultat d'un échec, ce qui n'est pas évident. Donc la fois d'après, j'ai repassé la 3e année à la conférence, et cette fois-ci, j'ai démissionné avant d'avoir le 2e tour, il y a 3 tours, et je me suis dit, je ne veux pas revivre la même chose, je ne sais pas si je l'aurai, on n'est jamais sûr, mais j'ai démissionné avant d'avoir le 2e tour en me disant, bon, cette fois, quoi qu'il arrive, je ne sais pas ce qui se passera après. J'avais encore 0 client personnel, mais je voulais pas revivre une 4e année en me disant je vais continuer jusqu'à que j'ai peut-être un jour la conférence que j'aurai jamais. Bon, il se trouve que j'ai eu la conférence, donc ça s'est bien fini. Donc j'ai pu partir au bout de 3 années de collaboration et m'installer directement début 2020 avec la conférence en poche. Donc même si j'avais encore pas de clients personnels le 1er janvier 2020. Oui, vous aviez les clients de la conférence. On sait qu'une machine va se mettre en place. Croyais-je, parce qu'il s'est passé des choses. En début 2020, ça a été assez mouvementé pour tout le monde. Mais je savais qu'avec la conférence, j'avais cette promesse et cet espoir que des choses se mettraient en place au niveau des rencontres, des clients et du développement du cabinet que je m'apprêtais, croyais-je encore une fois à fonder, parce que les choses se sont passées autrement. Ouais, et justement, comment est-ce que les choses se sont passées ? Non, avant ça, j'ai une question. Quel a été le sujet de conférence qui vous a appelé ? Alors, j'ai passé la petite conférence, j'ai passé la conférence 1 fois et la conférence 2 fois, ce qui fait que j'en ai fait une dizaine de sujets de conférence, plus des berriers que j'ai fait, etc. Ce qui fait que les choses sont pas forcément au clair. Je me rappelle d'un sujet qui est le sujet de 3e tour de la conférence, celui où j'ai été élu. David Olivier Kaminski d'ailleurs était venu me voir, ça m'avait touché. C'était « Sommes-nous les damnés de la Terre ?» Sommes-nous les damnés de la Terre par l'affirmative. Voilà, un sujet qui m'avait inspiré sur le fait que peut-être que l'espèce humaine finalement n'était peut-être pas à sa place et peut-être qu'on n'était pas fait pour être heureux et que notre lot n'était pas... Voilà, enfin j'avais développé sur ce thème-là. Ça m'avait inspiré et puis voilà, c'était avec beaucoup de plaisir. Et donc, si on revient sur... Je vous voilà. ai coupé, qu'est-ce qui s'est passé Et donc, je pensais m'installer, je disais à tous mes copains, plus jamais la collaboration, c'est bon, la conférence, c'est la voie pour ne plus être collaborateur, etc. Et je me rappelle que par
un peu par taquinerie, par boutade, je disais à des amis, non, il y a un seul avocat vraiment pour qui j'aimerais travailler aujourd'hui, c'est Éric Dupond-Moretti. C'est le seul qui peut-être me ferait changer d'avis. Mais en vérité, je disais ça comme une boutade parce que je pensais pas à candidater, je connaissais personne, il n'y avait aucune raison. Mais février, je crois, 2020, donc, premier événement, Archibald Céléron m'appelle, que je connaissais un peu parce qu'on s'était croisés en prison. Voilà, c'est ça aussi l'avantage quand on fait une collaboration pénale un peu très ancrée dans le réel, on rencontre beaucoup de confrères. Ce qui est une des grandes forces de ce métier, qui nous permet de tenir dans ce métier, je trouve. Les confrères dans ce métier très difficile, c'est qu'on n'est pas seul. Et donc Archibald Céléron, que je connaissais un petit peu, m'appelle en me disant voilà, on a vu que tu as été élu, je connais la conférence, Antoine V, qui était l'associé de Éric Dupond-Moretti, connaît aussi la conférence, mais on a quand même envie de te recruter avec Éric Dupond-Moretti pour que tu rejoignes le cabinet. Alors moi, je suis hyper surpris. C'est comme, vous voyez, je parlais du métier d'acteur. C'est comme si d'un coup, voilà, celui qui fait rêver, quasiment le seul avocat, en vérité, le seul avocat que les gens connaissent. Quand on parle à nos oncles, nos tantes, ils connaissent tous un seul avocat, c'est Éric Dupond-Moretti. Alors non, c'est pas lui directement, mais son équipe, son associé, voilà, son équipe me propose de le rejoindre. C'est comme travailler pour Scorsese quand on est au cinéma. Exactement, c'est exactement. C'est vraiment le coup de fil que j'attendais même pas en plus. Voilà, donc c'est vraiment, ça tombe du ciel. Et ça rentrait en contradiction quand même avec le côté je veux m'installer, je veux faire la conférence à fond. Donc j'ai hésité 24-48 heures pour la forme, je pense. Puis j'ai fini par dire oui. Mais la vie est pleine de surprises, parce que ça doit être février. Et puis en mars, patatras, mars 2020, le confinement, le Covid, etc. etc. Donc je m'apprêtais à rentrer. Puis évidemment, ça a été mis en stand-by. Bon, on va attendre de voir ce qui. Tout a été mis en stand-by à ce moment-là. Donc le recrutement a été mis en stand-by. Je me dis, ça va bien finir par s'arrêter. Peut-être que ce sera dans 6 mois. Donc, en attendant, je développe comme je peux mon activité dans des conditions aussi difficiles, puisque le Covid. Et donc, les choses s'apprêtent à se remettre en place. Je suis recontacté, juin, je ne sais plus, pour rejoindre à nouveau le cabinet. Et là, repatatras, Éric Dupond-Moretti devient ministre. Donc, celui pour lequel je rejoins le cabinet, celui pour lequel je faisais une entorse à la règle que je m'étais fixée de ne plus être collaborateur, part. Donc, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Pareil, j'hésite un petit peu, mais pas longtemps, parce que Archibald Céléron, voilà, je sens que c'est une ambiance très différente de ma première collaboration. Je sens qu'ils vont me laisser ma liberté. Ces deux anciens secrétaires, Antoine V et Archibald. Et en vérité, j'ai rejoint d'ailleurs d'abord à temps partiel le cabinet pour que je puisse faire mes choses. Ça permet aussi, quand on est jeune avocat à son compte, en fait, ça permet aussi d'avoir des locaux. C'est bête, mais ça permet d'avoir des locaux, des beaux locaux, parce que j'étais passé par des locaux, mais rien de très satisfaisant, parce que d'abord, on ne veut pas investir beaucoup et avoir énormément de frais. Donc, je me retrouve finalement dans un cabinet où j'ai une rétrocession, alors à temps partiel, donc pas très importante, mais une rétrocession quand même qui tombe tous les mois, pas de frais de locaux à payer. Je me retrouve à plaider des dossiers incroyables quand même, parce que Éric Dupond-Moretti part, mais il y avait beaucoup de dossiers d'assises qui devaient plaider, et donc je fais le tour de France un peu des cours d'assises pour aller plaider plein de dossiers plus incroyables les uns que les autres. Je suis dans une équipe, c'est quand même assez structuré et structurant, et donc je reste à peu près 2 ans finalement dans ce cabinet. Où tout s'est très bien passé. Qu'est-ce que vous avez appris dans ce cabinet que vous n'aviez pas appris dans le premier? Enfin, dans le deuxième. J'ai appris qu'on pouvait travailler autrement, déjà. J'ai appris que comment dire, j'ai appris parce que le premier cabinet, c'était un cabinet de rush permanent. Vraiment, c'était le rush. Enfin, je vivais comme ça. C'était tout le temps à droite, à gauche. C'était un cabinet de droit pénal d'urgence. Et là, c'était un cabinet où on prenait un peu plus le temps. Il y avait moins de garde à vue. Voilà, il y avait moins de garde à vue, moins de pénal d'urgence. Et donc, on prenait un peu plus le temps de faire certaines choses. J'avais des plages horaires parfois d'une journée entière pour travailler un dossier, ce qui, dans mon cabinet, vraiment, ça n'arrivait pas. Une journée entière à son cabinet devant un ordinateur, à la fois, c'est ce que je redoutais, et à la fois, parfois, on en a envie aussi. Donc, j'ai appris à prendre le temps. J'ai appris à voir qu'on pouvait faire du pénal très différemment. Et j'ai appris aussi, quand même, parce qu'il y avait du droit pénal, parfois des affaires, etc., j'ai appris des méthodes différentes, des méthodes de travail différentes qui étaient très intéressantes, qui m'ont servi. Et en fait, voilà, quand on fait un seul cabinet, on se dit, en fait, faire du droit pénal, c'est ça, parce qu'on n'a que cette... voilà. Là, en voir un deuxième, je dis, en fait, on passe de la 2D à la 3D. On voit qu'en fait, on peut switcher et voir qu'il y a des manières différentes de voir les choses. Et puis surtout, il faut dire les choses. Encore une fois, grâce à la bienveillance d'Antoine V et de Archibald Céléron, ça a été un formidable tremplin pour s'installer, parce qu'ils me laissaient développer comme j'en avais envie. Et donc vraiment lorsque je me suis installé pour le coup au bout de 2 ans, j'étais pas du tout dans la situation après le départ de mon premier cabinet où j'avais 0 client personnel. Non, quand je suis parti de leur cabinet, pour le coup, j'avais une clientèle assez installée, j'avais des revenus, tout ça a été oui, ça a fait une transition plus... Exactement.
Et donc, vous étiez secrétaire en 2020 et ça s'est reconduit en 2021, c'est ça? C'est ça. Ouais. On a été une promo de 2 ans. Du fait du Covid, qui n'a pas permis de tenir le concours pour élire nos successeurs. Donc on a été une promo de 2 ans avec ses avantages et ses inconvénients. 2 ans, il faut dire ce qui est, ça a été plus de dossiers, ça a été moins d'amusement. Voilà, c'est-à-dire qu'on sait que la conférence, c'est aussi des voyages, des berriers, des choses assez... Voilà, on n'a pas eu tout ça. Donc c'est une frustration. Par contre, oui, 2 ans, ça permet pour le coup de s'installer encore plus facilement parce qu'on a eu 2 ans. Alors pas 2 ans, parce qu'il y a eu 6 mois quand même quasi mort, mais on a eu 1 an et demi. Un an et demi, donc ça a à peu près coïncidé. Finalement, si je comprends bien, vous vous êtes installé environ 6-8 mois après avoir commencé chez Antoine V, dans le cabinet. C'est ça, je suis parti. Alors, je me suis installé en 2022-2023 et donc à peu près à la fin de la conférence, du coup, j'avais une clientèle assez établie. Voilà, il y avait aussi du mouvement au cabinet. Je me suis dit, c'est peut-être... j'ai peut-être plus ma place aussi. Puis en fait, il y a aussi autre chose, c'est qu'à un moment, il faut faire un choix. En termes de calendrier, ma clientèle devenait importante et je pouvais plus forcément... Enfin, j'ai toujours... Et honnêtement, je dis, ils ont eu de la bienveillance et l'intelligence de me laisser m'épanouir et me développer. J'ai aussi eu, je crois, l'intelligence de toujours prioriser le cabinet en termes d'agenda. Il m'est arrivé de refuser des choses et des opportunités personnelles pour le cabinet. Donc, on fonctionnait en bonne intelligence, je pense, de part et d'autre. Mais il y a un moment où ça tenait plus et donc ça commençait soit à me léser de trop, soit à léser le cabinet de trop. Et donc, voilà, ça devenait plus tenable. Ça a été dur de faire un choix entre s'installer et... Non, parce que... C'était quand même un projet qui est né assez tôt. C'était un projet et puis en vérité... le cabinet, c'est formidable d'être dans un cabinet, mais encore une fois, il y a un moment où on a envie. Je me sentais capable, en fait. Je veux dire, autant j'avais pu avoir les premiers mois, les premières années, un petit syndrome de l'imposteur. Comment je fais du pénal, je me retrouve à plaider un dossier qui est pas le mien, et déjà j'étais, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi on me fait confiance? Voilà. Pour le coup, là, au bout de quelques années, non, je me suis dit, j'ai mes propres dossiers. Au contraire, je gère la stratégie de A à Z, je gère tout. Alors, il y a d'autres enjeux quand on s'installe, financiers, voilà, il y a beaucoup d'autres enjeux. Mais en tout cas, en termes d'avocat, dans l'avocat que j'étais, plaideur, stratégie, etc., je me sentais prêt à avoir ma propre clientèle et je me sentais légitime. Donc, non, j'ai pas eu de difficulté à me dire que ça y est, je devais m'installer. Mais ça, c'est pas neutre. Moi, sur le sujet qui revient souvent de s'installer tout de suite versus s'installer rapidement, est-ce qu'on est prêt et tout, je dis souvent, en fait, le problème, c'est pas tellement ce qui rend difficile le fait de s'installer vite, c'est qu'on doit monter en compétence sur tout en même temps. On doit à la fois devenir un bon technicien du droit, parce que ça simplifie quand même largement le fait de pérenniser son activité, et en même temps devenir bon sur des sujets en fait, de gestion, de développement, donc on va dire de marketing et de gestion d'activité. Et donc ça fait vraiment beaucoup de montée en compétences à faire. Et c'est vrai que quand on passe par j'apprends mon métier et une fois que je suis à l'aise techniquement parlant sur les dossiers que je traite, je m'installe et j'apprends à ce moment-là la gestion et le développement. D'une certaine manière, on divise par 2 la difficulté de l'exercice, en fait. Exactement. Et les choses se sont faites très en douceur pour moi, puisque première collaboration, c'était vraiment la technique, le métier. Ensuite, j'ai appris, même je gérais parfois la facturation chez Antoine, ce que je faisais pas du tout dans le premier cabinet. J'apprenais à facturer, j'apprenais l'autonomie, parce qu'on me laissait aller plaider des dossiers sans me... Voilà, premier cabinet, j'avais 4 appels par jour pour savoir comment ça se passait. Non, deuxième cabinet, j'apprenais l'autonomie et puis la conférence aussi apprend beaucoup. La conférence, ça m'a appris aussi beaucoup à gérer une clientèle et même une clientèle un peu, je vais pas dire de masse, mais presque, parce qu'on a vraiment beaucoup de clients avec la conférence. Donc ça apprend la structure, ça apprend à structurer un cabinet. Donc ça s'est fait vraiment crescendo. Donc j'ai pu m'installer quand je me suis installé vraiment dans des conditions sereines. Et ce développement de clientèle, donc à la faveur de la conférence avec les dossiers que ça vous a apporté, et puis ensuite il y a un côté un peu longue traîne où quand on s'installe, il y a des dossiers qui se terminent et donc ça rapporte encore du chiffre d'affaires. Est-ce qu'il y a eu d'autres, on va dire, canaux d'acquisition de clientèle? Est-ce qu'ensuite ça a été le bouche-oreille qui a pris le relais? Est-ce que vous avez mis en place d'autres actions? Alors, c'est toujours difficile de savoir. Enfin, disons qu'au début, quand j'avais un client qui m'appelait, j'étais tellement surpris que je lui demandais d'où il venait. Comment vous savez que j'existe? J'étais très surpris. Maintenant, je le fais plus. Donc, les clients, lorsqu'ils m'appellent. Mais ça, faut continuer à le faire parce que. Mais ça fait. Je me dis, ça fait surpris. Ça fait l'avocat qui est surpris qu'on l'appelle. Mais c'est marrant parce que tout le monde me dit ça. Bah oui, ça fait. En fait, comment vous me connaissez? Mais d'où? Et du coup, je me dis que ça fait. La curiosité de. Non, mais je suis toujours curieux. Je suis toujours curieux, mais je me pose plus la question. Je ne pose plus la question parce que je me dis que ça fait peut-être l'avocat qui est surpris que voilà, alors que. Non. Vous cherchez juste à savoir. Et j'ai peur que le client me dise, mais pourquoi vous êtes surpris? Pourquoi vous êtes surpris que je vous ai. Enfin, vous voyez. Mais alors que oui, je devrais savoir ce qui fonctionne. Mais bon, aujourd'hui, avec le temps,
comment est-ce qu'on vient me voir? Alors, il y a le bouche à oreille, évidemment. Il y a ce qu'on appelle radio prison. Il y a, malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on se situe, mais des clients qui reviennent parce que voilà, parfois on recommet ou on est ressoupçonné de commettre des crimes et délits. Il y a les médias parce que je me suis mis 2022 beaucoup à faire des médias un peu de part et d'autre, des choses assez différentes d'ailleurs. Quand je dis des médias, quel type de médias? C'est pour ça que je dis des choses assez différentes parce que j'ai commencé, alors je sais plus comment j'ai commencé, mais d'abord on intervient sur des dossiers. Dossiers par exemple Samuel Paty, vous voyez, des dossiers un peu médiatiques sur lesquels on peut être interrogé par la presse. Ensuite, je me suis mis à faire de la pédagogie dans les médias qui m'appelaient, chaînes d'info continue ou même chaînes d'information générale ou presse écrite, qui ont besoin d'éclairage sur, voilà, nous avons avec nous Maître Slama, qu'est-ce que l'abolition du discernement, etc. Donc là aussi, c'est tout un apprentissage. L'aspect expertise technique, voilà, ouais. c'est tout un apprentissage, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, vis-à-vis de la déontologie, se fixer des règles, se fixer des limites. Mais bon, donc beaucoup de médias. Je me suis mis aussi à prendre la parole publiquement, là, de ma propre initiative. J'ai écrit des tribunes sur la présomption d'innocence, sur la manière dont le droit peut évoluer éventuellement. Donc je me suis mis à porter une parole qui, je pense, est la mienne. Donc c'est pas des questions qui me sont posées et pour le coup, on n'apporte pas un sujet sur lequel je dois réagir. C'est moi qui pose mon sujet en disant, voilà, il y a ce sujet qui me paraît intéressant. Donc ça, je me suis mis à le faire de plus en plus. Et je pense que le dernier biais par lequel on m'apporte, le dernier canal par lequel peut-être me viennent des dossiers, je pense que c'est Internet aussi beaucoup. Parce qu'au bout d'un moment, quand on fait des médias, quand on intervient dans la presse, etc., mécaniquement, quand on a un site internet, quand on essaye de se débrouiller pour qu'il soit correctement fait, quand on a des avis sur Google, etc., voilà, le tout fait que je ne sais pas comment fonctionnent les algorithmes, parce qu'en plus, pour le coup, D'accord, donc ça n'a pas été... Voilà. Parce qu'il y a des avocats qui travaillent leur site internet de façon vraiment très... intentionnelle mettre et des mots-clés, stratégique, etc. le référencement naturel, ce qui est effectivement, c'est à la fois une question d'architecture du site, une question de mots-clés, une question de contenu, etc. Et donc, il y a une vraie stratégie derrière. Vous, ça a plus été la résultante des autres actions que vous avez mises en place qui fait que... ce à quoi je m'identifie tout à fait, parce que Fleur d'avocat, c'est la même chose. Mon site est super bien référencé, alors que vraiment, j'ai jamais mis d'action SEO en place. J'ai jamais non plus payé quoi que ce soit là-dessus. Exactement. Mais ça a été, voilà, ça s'est fait par le biais d'eux. Les médias, c'est entre guillemets vous qui avez mis en place ce qu'on appelle, on va dire, une stratégie de relation presse, c'est-à-dire vous avez approché des médias en proposant votre intervention. Est-ce que vous avez, comment est-ce que ça s'est... C'est plutôt eux qui, en fait, c'est via la conférence. C'est aussi c'est un apprentissage à gérer la presse, parce qu'on peut, et j'ai dû faire des erreurs sans doute. Donc c'est un apprentissage, on apprend petit à petit. Au début, j'étais extrêmement méfiant, et puis en vérité, avec la conférence, on a des dossiers médiatiques. Et quand, je parlais de Samuel Paty, mais il y en a eu beaucoup d'autres, quand on se met à avoir un dossier médiatique, je ne sais pas comment, le téléphone se met à sonner, ils ont notre numéro, ils ont tout, et ils se mettent à nous appeler, Et en fait, plutôt que... moi, au début, en plus, je répondais vraiment, je voulais pas leur parler du tout, parce que j'étais méfiant, j'avais extrêmement peur, voilà. Et puis, petit à petit, voilà, il y a la soirée de la presse judiciaire qui se fait au Palais, on les rencontre dans d'autres cadres, on apprend parfois à sympathiser, etc. Et donc, on prend parfois des cafés, et on noue des relations avec certains journalistes. Il peut y avoir qui font des relations. Même si, voilà, encore une fois, faut pas perdre de vue que c'est des journalistes et que, voilà. Mais il peut, voilà, et à un moment, ils nous appellent et c'est là qu'ils nous disent, au fait, on cherche quelqu'un. Donc, c'est plutôt eux qui viennent vers moi. Et puis, à d'autres moments, voilà, lorsque j'ai des tribunes à proposer, j'écris et puis, en général, j'ai une liste et dis, moi, je vais envoyer un tel. Et disons que j'ai les numéros de téléphone. Voilà, j'ai les numéros de téléphone, c'est plus simple. C'est plus simple de proposer. C'est plus simple de se dire, tiens, j'ai des idées de tribunes et du coup, je vais les soumettre à cette liste de personnes que je connais et en qui j'ai confiance et c'est des médias qui m'intéressent. Exactement. Plutôt que quand on n'a aucune intégration dans le milieu presse. Qu'est-ce que je vais, à qui je vais envoyer, à l'adresse mail standard, j'aurai jamais de réponse, etc. Et d'ailleurs, en général, ça m'est arrivé pas non plus 15 fois, mais j'ai dû écrire 5-6 tribunes. Chaque fois, je me dis, si je trouve personne n'en veut, ce qui est possible, je la mettrai sur LinkedIn, mais j'ai chaque fois trouvé preneur, donc voilà. Et même parfois, c'est l'inverse. Ce qui n'empêcherait pas de la mettre sur LinkedIn d'ailleurs. Ce qui n'empêche pas, mais voilà. Mais je me rappelle d'ailleurs même une fois, je me rappelle plus du sujet, mais j'avais posté quelque chose sur LinkedIn, pour le coup, je sais pas, spontanément, et pour le coup, des médias m'ont contacté derrière en me disant, c'est intéressant ce que vous avez dit, est-ce que vous pouvez venir le développer? Et c'était sur voilà, je me rappelle maintenant, c'était sur le contournement de la prescription pour les faits d'affaires sexuelles, etc. Voilà. Et ensuite, j'ai fait un débat avec Rachel Fleur-Pardo dans Le Parisien sur la prescription, est-ce qu'il faut la contourner au civil ou pas? Mais pour le coup, c'est un débat qui a eu lieu dans la presse écrite et qui a été initié par une prise de position sur LinkedIn un peu spontanée. Voilà.
Et est-ce qu'il y a une typologie de dossiers sur lesquels vous intervenez de manière plus fréquente, ou est-ce que vous faites du droit pénal général Alors, de tout? Enfin, qu'est-ce qui s'est développé? j'interviens en droit pénal des affaires, droit des étrangers, droit routier, mais qu'est-ce que je fais le plus? Donc ça, c'est la palette de ce que je fais, et le droit de la presse un peu, mais souvent, moi, je dis que c'est plus le client qui fait l'avocat. Donc moi, j'ai C'est pour beau ça que je vous dire... pose la question. Voilà, moi j'ai beau dire, Je vais dire, je peux faire tout ça. je pratique beaucoup le droit pénal des affaires. En fait, si jamais j'ai aucun client qui vient voir du droit pénal des affaires, j'ai beau le dire, je pratique rien du tout en fait. Ouais. Donc c'est le client qui choisit finalement ma spécialité. Il se trouve que moi, on vient beaucoup me voir, et c'est sans doute en fait le résultante non seulement d'une appétence, mais des tribunes et des prises de position que j'ai pu prendre. Et on vient me voir beaucoup pour des affaires d'agression sexuelle ou de viol, des affaires de meurtre. Et ce qui correspond, je dois dire, à une forme d'appétence peut-être aussi de ma part. On vient pas me voir seulement pour ça, mais je remarque qu'on vient me voir pour ça. Et je dis que j'ai de l'appétence pour ça, déjà parce que les clients qui viennent me voir pour ça sont des accidentés du pénal. Et c'est des gens qui ne s'attendent pas un jour à se retrouver face à l'institution judiciaire. Donc je trouve ça intéressant. J'ai aussi beaucoup de profils de gens qui sont pas surpris parfois quand on vient les chercher. Ils sont pas surpris parce qu'ils ont beaucoup de mentions au casier, parce que parfois ils savent un peu ce qu'ils font, ils savent que ça peut leur tomber dessus, etc. Et c'est pas le même rapport client-avocat. C'est pas le même rapport client-avocat parce qu'ils savent un jour comment la machine fonctionne. Eux, pas du tout. Alors, ça peut arriver que si, hein, mais en général, pas du tout. On vient les chercher, on vient les voir. Ça commence par une audition libre et vraiment, le ciel leur tombe sur la tête. Et donc, on a l'impression, l'enjeu, leur vie personnelle est en jeu, et on a l'impression que eux, ça s'écroule tellement qu'ils nous voient plus comme un sauveur que d'autres qui peut-être s'y attendent un peu plus. Ouais. Et surtout, vous voient plus comme un accessoire et comme un prestataire comme un autre d'une activité, exactement, d'une activité qui fonctionne, qui fait qu'on a un avocat pénaliste dans la poche. Exactement, et qui pourrait être un autre, etc. Et autre chose intéressante dans ce type de dossier, c'est que je pense que ça fait partie des dossiers dans lesquels on peut avoir du résultat. Je pense qu'il est plus simple, d'ailleurs beaucoup de critiques, peut-être à juste titre, je ne rentre pas dans le débat, mais je pense qu'il est possible et qu'il est peut-être plus possible d'avoir des bons résultats, donc des résultats c'est des relax, des non-lieux, des acquittements, dans ce type de dossier que dans d'autres. Et donc parce qu'honnêtement, il y a des dossiers quand on sait que ça arrive, hein, mais quand on sait que c'est des dossiers de la GIRS, des dossiers ultra techniques, des dossiers terreau par exemple, j'en ai fait beaucoup, pour avoir de bons résultats dans des dossiers terroristes ou des mises en liberté, bon courage, hein, c'est très difficile, c'est très difficile. Ça va jouer sur des points de procédure, etc. Ouais, voilà, ça va être très technique, et donc ça va être très long, et donc on va voir les clients en prison, mais on leur dit, je suis désolé, ça va pas être tout de suite, et donc c'est pénible, parce qu'on se sent accompagnateur presque parfois, et c'est pas satisfaisant. Alors on trouve toujours des choses à faire en vérité, on trouve des points de nullité, on trouve 1000 choses à faire, mais on a quand même un discours de... Voilà, ça va être difficile, monsieur, et c'est vrai que c'est pas très... Dans les dossiers dits de meurtre, voilà... Très souvent, faut rester humble, hein, on a des échecs, mais je peux avoir des résultats. Et je sais que c'est plus simple, je pense, d'avoir des bons résultats peut-être dans ces domaines-là que dans d'autres où, en général, les choses sont ficelées, verrouillées, et en général, c'est plus difficile. Donc, je fais ça. Maintenant, encore une fois, c'est pas exclusif de beaucoup d'autres dossiers pour lesquels on vient me voir, des affaires de stupéfiants, des affaires dans lesquelles, encore une fois, je disais tout à l'heure, parfois ils savent pourquoi on vient les chercher. Faut pas croire non plus, y compris dans les affaires de stupéfiants, de braquage, de vol. Il y a des gens totalement innocents qu'on vient chercher parfois pour une mauvaise relation, un mauvais message, y compris dans les affaires de terrorisme. Hein. Parfois, c'est financement, c'est la mère qui a envoyé un virement à son fils ou à son beau-frère, et on vient la chercher pour financement de terrorisme. Donc là aussi, on marche sur la tête, et il y a quand même des gens, les fameux accidentés du pénal, ils sont partout. Ils sont pas que là-dedans, ils sont partout. Mais voilà. Mais donc après, j'essaye quand même d'avoir une palette assez large, et si on vient me voir, je suis toujours un peu flatté, toujours un peu content, et j'essaye bien sûr d'aider les gens du mieux que je le peux. Et alors le loup-garou, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors le loup-garou, c'est assez marrant. Déjà, j'ai adoré. Mais alors le loup-garou... Mais déjà, comment vous en êtes arrivé au loup-garou ? C'est-à-dire, à quel moment dans votre vie vous vous êtes dit... comment vous avez eu connaissance du dispositif ? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit j'y vais ? Le loup-garou, il n'y a pas eu de casting évidemment, c'est eux qui allaient chercher des avocats. C'est eux qui allaient chercher des avocats en les ciblant et en allant les voir, parce qu'il n'y avait pas genre nous cherchons un avocat pour. Donc ils ont été voir 2-3 avocats. Ok, donc quand même il y avait une démarche de leur part d'identifier certains types de professions. Exactement. Et de se dire, oui, c'est ça. Ils ont ciblé les professions, ils disent on veut un avocat, on veut un mentaliste, etc. Et ils se sont dit on veut un avocat pénaliste sans doute. Et ils ont été chercher
dans le terreau de la conférence. Mais ils sont pas venus me chercher moi d'abord. Ils ont été voir un ami à moi qui s'appelle Gaspard Lindon, qui était secrétaire dans ma promotion. Mais je sais qu'ils ont été voir 3-4 avocats, Ambroise Vianney-Leguet, Cédiba, qui tous ont refusé d'ailleurs, pour des raisons diverses et variées, parfois sans savoir exactement ce que c'était, mais en tout cas n'avaient pas l'air intéressés. Mais bon, on peut comprendre pourquoi on refuse ce genre de choses. Moi-même, je me suis posé la question. Mais ils ont été voir Gaspard Lindon, qui leur a dit tout de suite, je veux pas, mais allez voir Dylan. Voilà, allez voir Dylan. C'est pour lui, c'est son Dylan, profil. C'est voilà, c'est Dylan notre saltimbanque. Et effectivement, moi, honnêtement, et en plus pour vous dire, quand ils sont venus du coup me voir pour me proposer ça, je savais pas c'était quelle chaîne, je savais pas exactement ce que c'était, je savais pas qui était à la clé, je savais pas comment ça serait tourné. Vous connaissez le jeu quand même ? Je connaissais le jeu du loup-garou, mais si vous voulez, enfin. Il y a quand même un moment où on comprend vite que c'est de la télé-réalité. Ouais. Et télé-réalité, ça fait peur quand même. Ouais. Quand on est avocat, on se dit image, on pense les Marseillais plus que... On pense les Marseillais, et donc ça fait peur. Mais j'ai dit oui quand même très rapidement. J'ai passé le casting très rapidement. J'ai surmonté. Alors, ils étaient rassurants de leur côté, parce que je leur ai dit quand même, j'ai peur, je veux pas qu'on me voie me brosser les dents, me mettre au lit, etc. Attention la déontologie. Attention la déontologie. Donc honnêtement, ils ont été très rassurants, mais... Je connais, sans connaître le monde de la télé, je suis pas dedans, mais ils disent ce qu'ils veulent. Voilà, ils vous en avez pas mis des clauses justement dans le contrat de j'ai appris par la suite. Ok, mais par contre, interdiction de me montrer en train de me brosser les dents. J'ai appris par la suite que certains candidats l'avaient fait. Donc, comme quoi, souvent, cordonnier les plus mal chaussés, parce que moi, rien du tout. Et j'ai appris que beaucoup de candidats avaient négocié 2-3 choses. Moi, rien du tout. J'ai dit en l'état, je veux le faire absolument. Donc vraiment cordonnier les plus mal chaussés. Cordonnier les plus mal chaussés. Moi, à votre place, j'aurais pris un avocat pour négocier exactement. le contrat. Non, moi j'ai rien négocié, je voulais absolument le faire et j'ai appris par la suite qui étaient même les autres profils. J'avais peur de me retrouver. Alors encore une fois, il y a pas ni de sous-métier ni rien, mais j'avais peur de me retrouver avec des profils télé-réalité. Ils m'ont dit non, c'est que du premium, c'est que des profils premium, on veut faire quelque chose de quali, pour le coup, etc. On vous a pas menti là-dessus. Hein. Enfin... On m'a pas menti, mais je le savais pas. Ouais. Je le savais pas du tout en arrivant, donc j'avais cette crainte. Moi, je me rappelle, j'avais constitué une task force autour de moi. J'ai dit bon, s'il faut me défendre devant le bâtonnier, voilà, je compte sur vous, Mourad Batik, Antoine Horry. J'avais des amis, parce que j'avais peur, je savais pas où j'allais, je savais pas comment ça allait être monté, je savais pas quel serait le rendu. Vous avez demandé l'autorisation au barreau avant de le faire ? Non, je ne l'ai pas fait. Vous avez eu raison parce que je pense qu'on vous aurait dit non. Exactement. Beaucoup de gens m'ont dit ça et je me suis dit si je le fais ils vont me dire non. Il vaut mieux s'excuser après. Exactement. Et en vérité c'est vrai que j'aime tellement ce genre d'ambiance, j'aime tellement ce genre de choses, c'est tellement le genre de choses que je peux faire avec des amis moi pour m'amuser. Je me rappelle pour mes 25 ans j'avais organisé une chasse au trésor avec tous mes amis à Paris, j'avais adoré faire ça, c'est quelque chose que voilà, j'aime m'amuser, on fait des métiers sérieux etc, mais j'aime beaucoup m'amuser, j'aime le jeu, j'ai d'ailleurs toujours un peu des projets ou des idées pour essayer de faire des choses qui vont dans ce domaine-là. Donc je pouvais pas dire non à quelque chose comme ça. Je pouvais pas dire non et je me suis dit mais si je dis non, je vais me mettre devant ma télé et je vais voir quelqu'un d'autre le faire. Et je vais voir un autre avocat le faire. Et ça, quand j'ai eu cette image d'un autre avocat le faire à ma place, je me suis dit mais non, il est hors de question que je laisse passer cette chance. Et alors, donc il y a quand même un truc de pipeau parce que tout le démarrage de la série, donc j'ai regardé cette série avec mon mec, on s'est délecté de cette série et je ne regarde jamais télé-réalité. Beaucoup de gens m'ont dit ça. Mais non, mais vraiment. Mais je l'ai pas vécu vraiment comme de la télé-réalité. Enfin, je l'ai vécu un peu autrement. Et ça a été un plaisir de chaque instant. Mais le premier épisode, c'est soi-disant un casting. Mais c'est-à-dire... On sait qu'on est pris. Oui, voilà. En fait, vous savez que vous êtes pris. Et il donne l'impression... que c'est juste un retour en arrière sur les gens qui ont été sélectionnés, alors qu'en fait, c'est juste... Non, là, on sait qu'on est pris. Exactement. Mais honnêtement, il faut la vérité, rien n'est scénarisé. On peut avoir l'impression, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, non mais ça, quand même, moi, j'ai pas du tout eu l'impression que c'était scénarisé. Voilà, il y avait rien de scénarisé et c'était très authentique. Il y a eu ça qui était mise en scène, entre guillemets, ces faux entretiens. Mais vraiment, sinon, c'était pas scénarisé et c'était une expérience incroyable. Non, c'était une expérience incroyable. J'ai adoré le faire. On fait des rencontres incroyables. On s'amuse. Sans dévoiler la fin, j'ai eu la chance d'aller quand même un petit peu loin, donc il y a la frustration, c'est celui qui part le premier jour, voilà, il se prépare quand même des mois et des mois. Donc moi non, j'ai quand même pu vraiment jouer et faire cette partie de loup-garou. Et comment est-ce que ça s'est intégré dans votre agenda Très compliqué. Ouais, c'est une question pratique, mais en plus quand on est pénaliste, je veux dire, je me suis vraiment posé la question. Alors la chance que j'ai eue, c'est que j'avais un procès extrêmement important qui tombait la semaine d'après. Et donc j'ai pu le faire.
vraiment un procès d'assises vraiment très important que je voulais plaider moi, etc. Donc c'est tombé la semaine d'après. Et là, la chance que j'ai eue, c'est que c'est tombé pendant les vacations judiciaires, un peu par hasard, je pense, parce que je sais pas si c'était leur priorité, mais c'est tombé pendant les vacations judiciaires. Donc je pense, soyons honnêtes, que j'ai loupé quelques dossiers, enfin que j'ai eu des, parce qu'en fait, on n'avait pas le droit au portable. Hein. Ouais. Donc pas avoir le droit au portable pour un avocat pénaliste, c'est l'enfer. Ouais. Donc c'est là que j'ai mis le numéro de mon collaborateur sur ma boîte vocale, comme ça je me suis dit au cas où, etc. J'en avais déjà un à ce moment-là. Et donc j'allumais quand même parfois mon portable et j'avais des messages vocaux. Et je pense, c'est toujours dur de savoir si on aura le dossier ou pas, parce que parfois il y a des premiers contacts, etc. Mais je pense que ça m'a coûté plus que ça ne me a rapporté ce jeu. Mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, il y a un moment, l'argent n'est pas tout. Comme en début de carrière, ça a été mon mantra. Et l'argent n'est pas tout jamais. Et je veux dire, à un moment, la chose que j'aime peut-être le plus dans ce métier, et vraiment il y a beaucoup de choses que j'aime dans ce métier, c'est la liberté. Et à un moment, si j'ai pas la liberté de dire oui à un projet comme ça quand on vient me chercher, qui m'amuse, qui m'enthousiasme et qui vraiment m'excite énormément, si j'ai pas la liberté de dire oui à ça, à quoi bon ? À quoi bon ? Je veux dire, il ne faut pas confondre les fins et les moyens. Et là, pour le coup, moi, la fin de ce métier, c'est beaucoup la liberté. Et donc, voilà, si je ne peux pas dire oui à un projet comme ça, ça sert à rien. Tous les sacrifices que je fais ne servent à rien. Donc, j'ai dit oui, évidemment. J'ai adoré le faire. Et j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Et je ne regrette pas. Et surtout, même si les appréhensions dont je parlais tout à l'heure, déontologiques, mais pas seulement, hein, même en termes d'image, quelle image ça renvoie, même si déontologiquement il n'y a rien, est-ce que mes clients, est-ce que ça va pas les décontenancer un petit peu de me voir là-dedans ? Je me suis beaucoup posé ces questions-là. Mais lorsque j'ai vu le montage et la diffusion, tout s'est bien passé à tous les niveaux. Mais moi, je pense que mon mec, s'il doit avoir un avocat pénaliste un jour dans sa vie, il hésitera une seconde, c'est vous qui choisirez. Mais c'est le meilleur. Encore une fois, on ne dévoilera pas la fin, mais après, la personne qui est sortie victorieuse pour ne pas dévoiler le genre non plus, il a dit que c'était vous le deuxième meilleur de tout, que vous aviez tout compris, tout vu, que vous étiez un génie incompris. C'est gentil, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup ça. C'est vrai que c'est très frustrant quand on est sur place parce qu'on se rend pas compte. Le montage peut faire dire ce qu'on veut, mais non. Mais j'ai eu beaucoup de retours positifs, donc à la fois des entre guillemets simples téléspectateurs, mais aussi des clients. Moi, je me rappelle un client qui a voulu que j'aille le voir en prison. Il m'a fait dire par un ami, faut que tu ailles le voir. Je me suis dit, il y avait des questions urgentes sur le dossier, je sais pas quoi. Ah non, c'était juste pour vous parler de la série. Il voulait le débrief du loup, quoi. Donc j'ai été le voir. Il m'a posé 2 questions sur le dossier et ensuite, bon, le loup, dites-moi, maître, racontez-moi. Et on a parlé du loup pendant une demi-heure. Et y compris, peut-être que j'appréhendais le plus, y compris de l'ordre ou des. J'ai la vérité, certains confrères qui parfois dans ce métier sont très difficiles. Non, mais alors j'allais pas être aussi dur, mais il y a dans ce métier des avocats qui sont très regardants de ce que font les autres avocats. Ouais. Vous savez, les femmes, j'ai mal à ma robe, on n'a pas prêté le même serment, dès qu'on fait des médias, des trucs. Voilà, il y a beaucoup de et j'y ai eu droit, hein, plus souvent qu'à mon tour, à mon avis. J'ai eu droit quand même à souvent ce genre de réflexion de attention, voilà. Et là, je m'attendais un peu à ce genre de choses, et pas du tout. Y compris des avocats et des confrères qui parfois peuvent avoir des mots durs à l'encontre de ceux qui font un peu de médias, etc. Même eux, même dans le Conseil de l'Ordre, ils m'ont tous dit c'est formidable, c'est génial. Et surtout, je donnerai pas les noms, mais beaucoup de gens qui m'ont dit comment on fait pour faire la saison 2, quoi. Beaucoup de confrères qui m'ont dit donne-moi le numéro, donne-moi le truc, je veux faire la saison 2. C'est parce que j'ai essuyé les plâtres un peu. Ils ont vu ce que ça donnait. Ouais. Ils auraient peut-être pas été pour la 1, mais la 2, ils étaient bien contents. Enfin, c'est super, je suis contente que ça ait eu ce bon accueil. Non, je trouve que vous avez vraiment porté haut et fort l'image de la profession en termes je suis content. Qualité de jugement, d'expression, de conviction. Donc non, c'est super chouette. Non, j'ai adoré. Ouais, Qu'est-ce que vous auriez fait différemment dans le jeu ? Il y a un moment, je me rappelle très bien, c'était à peu près à mi-parcours, parce qu'au début, on ne me voit pas trop, je suis quasi un peu effacé, il y a une autre personne qui est beaucoup mise en avant, parce qu'elle est en avant dans le jeu, et il y a un moment, je me suis dit, bon, Dylan, tu as le choix entre 2 parties. Soit tu continues à être discret, un peu, à pas trop dire ce que tu penses, etc. Et comme ça, tu vas jusqu'au bout, mais en fait, tu joues pas ta partie, tu restes un peu en retrait. Tu joues le mystérieux. Voilà. Mais en fait, tu t'amuses pas parce que tu fais que essayer de passer entre les gouttes, ce qui ne te préserve même pas d'ailleurs de se faire dévorer ou d'être éliminé. Ça te préserve de rien du tout, mais t'essayes. Soit t'y vas, tu joues ta partie à fond, tu dis ce que tu penses. Et en fait, j'ai opté pour la deuxième option qui m'a permis quand même d'aller très loin et qui m'a permis de m'amuser. Donc, je pense que j'ai bien fait de jouer cette option. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait différemment ? C'est toujours difficile. Moi, j'ai eu un rôle, on l'apprend dans le premier épisode, donc je peux le dire, j'étais la petite fille. Pour le coup, j'ai pas pris de plaisir à être la petite fille. J'ai trouvé que c'était difficile à jouer.
Et Difficile à jouer. Et puis c'est vrai qu'avec votre histoire de lunettes Mais ça, et de vision. je vais dire la vérité, ça Non. c'est le montage. Ça, c'est le Ok, montage. ça, c'est Honnêtement, c'était injouable. Ok. C'était injouable. Je trouve que c'était difficile, voire impossible de voir quoi que ce soit à la place Ok. qui était la mienne. Moi, je pensais pas que les loups étaient un peu sur le bas-côté. Je pensais qu'ils étaient en face de moi, donc ils me verraient. Ouais, donc en fait, rien à voir Je avec vais les aller lunettes. encore plus c'est loin. juste, Quand je vois ma carte de petite fille, j'ai une seconde pour l'avoir. Je suis concentré sur le je suis villageois que je dois dire, etc. Je comprends même pas que je suis la petite fille. Je mets 6 heures, 8 heures à comprendre que je suis la petite fille. Je le comprends pas tout de suite. Donc, j'ai pris aucun plaisir à être la petite fille, vraiment. Et donc, ça, c'est pas dans mes mains. Mais pour le coup, un truc que je regrette dans cette partie, c'est d'avoir été la petite fille Ok. qui, je pense, m'a plus handicapé qu'autre chose et m'a pas permis d'avoir. J'ai rien vu du tout de bout en bout. Et donc, ça, non seulement ça m'a un peu handicapé, mais ça a pu donner l'impression à beaucoup de téléspectateurs que j'étais lâche, que j'avais peur. Voilà. Et en vérité, moi, je pense, c'est mon point de vue, est-ce que les concepteurs diront que c'est moi qui ai été lâche et tout, mais je pense que c'était vraiment très, très difficile à jouer dans cette partie, la Ouais. petite fille. Et donc, ça, c'est un regret que j'ai dans cette partie. Mais en vérité, non. mais je me ça suis dépend amusé. tellement. Ça dépend pas de vous. Enfin, vous l'avez été Voilà, par ça, le c'est fruit le du hasard. hasard. Ça, c'est le hasard. Ouais. Et non, sinon, non, il y a une personne qui était extrêmement forte, qui a eu beaucoup de gens, voilà, on s'incline. Et en fait, On s'incline on tellement. s'incline Ouais. et perdre comme ça, c'est beau. En fait, on peut Ouais. perdre parfois sur le fil, sur des choses frustrantes, on peut perdre, je suis très mauvais perdant, très très mauvais perdant. Et on peut perdre sur des choses frustrantes qui nous mettent la rage. Là, on s'incline. Là, on s'incline, on dit bravo. Je suis encore, d'ailleurs, j'ai gardé des bons liens avec certaines personnes. Ça ouvre des perspectives différentes. Voilà. Donc, non, on s'incline. Et on dit, et moi, honnêtement, encore une fois, je dis merci à la vie. Ça fait très Edouard Baird. Mais je dis merci à la production. Je dis merci au destin. Je sais pas. Mais en tout cas, je suis reconnaissant Pour cette opportunité. pour cette opportunité que j'ai beaucoup aimé. Et en vérité, quand on aime jouer, quand on aime ce genre de choses, des escape games, ce genre de choses, voilà, arriver à avoir l'opportunité de faire une partie de loup-garou à échelle humaine, c'est une fois dans la vie. C'est une fois dans la vie, donc c'est magnifique. Est-ce qu'on peut parler de cette histoire de chips? Ouais, voilà, pareil. Non mais, Tout le monde vous en parle. non mais Non, voilà. mais enfin, quand même, moi je me suis dit, il y a un truc quoi. Mais c'est là que je dis que le montage fait ce qu'il veut de nous, parce qu'ils me font passer un moment pour un mec à un point de côté, c'était pas un point de côté, je tenais le micro, ils me font passer pour un bileux, ils me font passer pour un bouffeur de chips, ils me font passer Ok. pour un peureux avec les chiens. Voilà, le montage Ok. fait un peu, il s'amuse un peu avec moi, mais Ok. c'est le jeu, j'ai l'autodérision, je l'accepte, y a aucun problème. Je pense que de toute façon, si j'avais un problème avec mon image, j'irais pas là-dedans. Oui. Quand on y va, on accepte de confier son image, ce qui est pas simple, hein, ce qui est pas Ce qui simple. est pas simple. Et Surtout comme vous dites, en plus, le montage fait que. Moi, c'est la raison pour laquelle les interviews ne sont pas montées. Mm. Parce que je ne veux pas manipuler l'échange Bien sûr. qui Ouais, se ouais. déroule. Et c'est beaucoup trop facile de manipuler. Et déjà, quand je fais des extraits, Ouais. j'essaye de faire en sorte que les extraits soient pas des extraits qui globalement laissent penser que la Ouais. personne a une opinion qui en fait, si on écoute l'intégralité de l'interview, n'est pas du tout son opinion réelle. Non, Enfin, ouais, bien sûr. bref, Non, mais le- c'est tellement facile en isolant des passages, en Bien sûr. complètement. Non, mais après, je suis honnête, Loup-Garou, dans le montage, ils ont été très fidèles à ce qui s'est passé. Ouais. Simplement, c'est réducteur, quoi. Oui. Simplement, quand on passe de 24 heures ou 48 heures Ouais. à 1 heure, et Nécessairement, réparti sur ouais. 13 personnes, nécessairement, on réduit la pensée, on réduit, on réduit tout. Et du coup, ça crée des espèces Donc, de petites voilà. de caricatures. Ça crée des caricatures et tout, Et vous, mais ils vous ont caricaturé avec un les petit chips, ce qui est peu, quand même avec pas les chips. hyper sympa. Mais Ce qui est a pas été hyper drôle. sympa, mais ce qui a fait rire les gens. Encore une fois, ce qui était dur, bon, ça, encore une fois, j'ai l'autodérision, il y a aucun souci. Je pense qu'il faut en avoir. Et moi, j'en ai beaucoup, j'ai aucun problème avec ça, donc pas de souci. En revanche, ce qui a été difficile, c'était sauf les 2 premiers épisodes que j'ai vus en avant-première, le reste, je le découvrais en même temps que tout le monde. Je me mettais devant ma télé le vendredi. Alors non, parce qu'ils le mettaient en ligne à minuit, donc le jeudi soir, je restais jusqu'à minuit réveillé, même si j'étais crevé pour les voir. Ah, le stress. Mais ça, c'est difficile parce que les chips, les machins, je découvre tout en même temps que tout le monde. Et ça, c'est difficile parce qu'on Ah confie ouais. son image et on se dit qu'on est à la merci de ce qu'ils veulent, en fait. Ouais. Donc, autant ils ont été réglo, machin et trucs, mais parfois, on se demande, voilà, on appréhende forcément un peu le fait de confier son image, qui est un peu importante dans nos métiers quand même. On appréhendait un petit peu, mais bon, en faisant ça, je l'ai accepté. De toute façon, encore une fois, ils ont été plutôt bienveillants, même si un peu moqueurs parfois, mais c'est plus de la Et comme vous taquinerie, dites, c'est pas ça de a la globalement été méchanceté. une très bonne expérience. Et puis, vous avez très dit bonne tout à l'heure que expérience. ça vous a plus, entre guillemets, coûté que ça ne vous a rapporté. Pour le moment, vous voyez pas tellement d'arrivées de dossiers qui soient liés un peu à ça. Ah, je vous ai vu dans le Non, loup-garou, alors, etc. encore une fois, je ne dis pas aux gens, je ne demande pas aux gens d'où ils viennent, Ouais. mais on m'en a jamais parlé, donc je Ok. ne crois pas.
On m'en a parlé une fois d'ailleurs, pour tout vous dire. On m'en a parlé une fois pour me poser 2 questions. La première question, c'était: est-ce que vous n'avez pas peur que ça nuise à votre image? Donc là, Vous vous êtes dit OK. non, mais donc je me suis dit, non, mais je réponds. Donc j'étais de toute Ouais. façon à l'aise. Je dis, bah écoutez, non, mais de toute façon, c'est moi et c'est tel que je suis. En vérité, même quand je plaide, etc., en fait, c'est moi. Et un avocat, quand on va voir un avocat, c'est pour ce qu'il est. C'est aussi pour ce qu'il est. Donc les gens me voient tel que je suis finalement. Donc je ne crois pas. Mais on m'a posé cette question. Et puis la deuxième question, c'était aussi: mais est-ce que vous n'avez pas peur d'être submergé le dossier, que vous ne pourrez plus vous occuper de moi? Submergé le dossier du fait du loup. Donc en fait, ni l'un ni l'autre. Donc à la fois la crainte ou l'espérance. Non, finalement, je crois que ça a été quelque chose d'assez neutre. On me reconnaît dans la rue. C'est assez... voilà. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'on m'appelle Dylan dans la rue. Parce que autant ça m'arrive qu'on me reconnaisse dans la rue parce qu'on me voit dans les médias les choses, mais c'est Maître Slama ou même avocat si on a oublié le nom. Là, c'est Dylan. Et quand on me dit et Dylan dans la rue, ça me surprend beaucoup parce que j'ai pas l'habitude de me faire, et je m'en fiche, hein, encore une fois, aucun problème ni d'ego ni d'image, mais je suis très surpris qu'on m'appelle Dylan. Donc voilà, ça c'est un peu rigolo. C'est des jeunes beaucoup. Donc non, je vois qu'on me reconnaît beaucoup plus. En termes de notoriété, c'est nécessairement un pic. Mais non, professionnellement, je pense que ça n'a rien changé ni dans un sens ni dans l'autre. Si ce n'est que voilà, les confrères viennent me voir, ont des mots gentils, bienveillants, et si ce n'est que parce que pour moi le but de la vie c'est de me constituer une boîte à souvenirs. J'aime bien cette expression avec plein de choses, et donc dans ma boîte à souvenirs j'ai cette formidable expérience que j'ai vécue, et c'est même pas que dans mes souvenirs, il me suffit d'allumer Canal et je peux le revisionner. Donc Vous non, avez c'était soufflé formidable. des noms d'autres avocats à la production pour les prochaines saisons? Alors, j'ai soufflé des noms, je peux pas en dire trop, mais je suis pas Évidemment. sûr qu'ils aillent forcément vers les mêmes profils. Après, voilà, moi honnêtement, je suis pas dans le casting. Je sais qu'ils nous réservent des belles surprises, j'ai quelques pistes, voilà, mais bon, je suis plus dedans. Mais oui, j'ai donné 2-3 numéros, d'ailleurs, pas que d'avocats, d'autres profils, etc. On essaye, maintenant, c'est dans leurs mains. Moi, je suis éloigné de ça, mais je souhaite. Je pense que c'est une émission qui marchera et qui va continuer. La saison 3 est déjà signée, donc moi, je souhaite à tout le monde de vivre ça parce que c'est formidable. Mais beaucoup de gens sont venus m'écrire, y compris sur les réseaux, des gens que j'avais pas vus depuis 15 ans et qui me disent j'aimerais le faire, comment on fait, etc. Voilà, Non, mais c'était vraiment très plaisant à regarder. Si on revient sur votre activité, donc vous dites que vous avez un collaborateur. Ouais. À quel moment est-ce que vous avez... Moi, je pars du principe qu'ils viendront m'arrêter quand Ouais. on n'aura plus le temps, hein, donc je ne sais pas où est-ce qu'on en est de notre discussion. À quel moment de votre développement est-ce que vous avez passé le pas du recrutement? C'était un moment où j'avais trop de travail et parfois je voyais... Alors non seulement je voyais que je devais embaucher ce qu'on appelle des vacataires, c'est-à-dire qu'en fait j'avais un budget vacataire tous les mois pour payer des avocats qui faisaient 2-3 choses pour moi, des petites audiences, des interrogatoires, etc. Et donc à un moment, quand j'avais un budget vacataire trop important tout en ayant un budget stagiaire et qui existait aussi, donc quand le budget total se rapproche peut-être un petit peu du budget collaborateur, on se dit autant franchir le cap, comme ça on aura une personne. Et surtout je me suis posé la question, est-ce qu'un collaborateur permet pas de mieux développer? Parce qu'en vérité on libère beaucoup plus de temps pour soi, sur le fond, sur certaines autres tâches que je faisais moi-même lorsque je le pouvais, mais où je peux du coup envoyer un collaborateur, ce qui permet de faire d'autres choses. Ce qui permet de venir ici, ce qui permet de faire des médias, ce qui permet de faire les loups-garous, ce qui permet de faire beaucoup, beaucoup de choses. Et donc à un moment, le calcul s'est fait, donc c'est toujours un risque, on se pose toujours la question. Parfois, il y a un mois, on se dit peut-être que, etc. Enfin, les mois sont très différents, ce qui est un peu difficile dans ce métier d'ailleurs, mais les mois sont très différents les uns des autres. Mais globalement, avoir un collaborateur, moi j'ai pas envie de trop grandir, j'ai pas envie, je vois des avocats qui y arrivent très bien, et d'ailleurs ça leur convient tout à fait, mais j'ai pas envie d'avoir même 2 collaborateurs, je pense que c'est déjà trop. Moi je veux... Parce que je veux garder la main sur tous mes dossiers, parce que je veux pouvoir les plaider directement, parce que aussi, au bout d'un moment, avoir trop de frais peut être plus des générateurs de stress qu'autre chose, et que même si c'est entre guillemets rentable, c'est pas ce que je cherche. Je cherche pas la rentabilité, je cherche pas le profit. Alors un peu évidemment, bien sûr, hein, mais c'est pas mon moteur. Ça vous a juste libéré le temps nécessaire pour pouvoir retrouver des espaces qui sont pas directement liés à la production pour les clients. Exactement. Et qui, un, vous amuse et deux, permettent d'alimenter et puis faire d'autres choses. Parce que moi, il m'est arrivé, parfois on a des audiences qui durent, là en janvier, j'ai une audience d'1 mois. Une audience d'1 mois sans aller au cabinet, c'est compliqué. C'était une cour d'assises pour des faits criminels. Donc, on a besoin d'aller au cabinet pour recevoir les clients, etc. Donc, si j'ai pas de collaborateur, c'est très difficile. Donc, ça permet aussi d'être plus au cabinet, de faire des rendez-vous clients. Lorsqu'il y a des déplacements en province, parfois pour une visite de prison, le collaborateur peut y aller. Mais encore une fois, je tiens à ce que ce soit un collaborateur parce que je veux garder la main sur mes dossiers. J'ai pu, à un moment, d'ailleurs, pendant la conférence, ça peut être un piège, il y a une accumulation de dossiers, mais par dizaines et dizaines et dizaines. Et en plus, c'est le piège, parfois. Et
je pense, tombé dans ce piège. Des dossiers qui sont peu ou pas payés ou à la commission d'office. Et donc, parfois, on a la tentation de faire dormir des dossiers. Et c'est terrible, moi je me suis senti un peu sale parfois de me dire... Quand les dossiers traînent, c'est voilà, terrible. quand les dossiers traînent, parce qu'on se dit ça rapporte pas, donc on se sent... Moi j'ai pu me sentir un peu sale, j'étais pas fier de moi parfois d'avoir quelques dossiers qui traînent. Maintenant j'arrive au bout de cette masse de dossiers, et maintenant j'ai que des dossiers payés, donc que des dossiers pour lesquels les gens... alors encore une fois... À la fois vous choisissez et en plus vous rémunérez. Voilà, alors encore une fois, à la commission d'office, on doit aussi faire le travail avec la même qualité que... voilà, mais c'est vrai qu'il faut être concret, et à un moment c'est difficile aussi. Et donc maintenant j'essaye de retrouver cette qualité, cette expertise et cette relation client que j'aime aussi beaucoup avec chaque personne, chaque client. Et c'est vrai que c'est plus facile quand on a moins de dossiers et en plus un petit peu d'aide. Mais je veux pas accumuler les dossiers. Et c'est pour ça que moi, ça m'arrive soit de refuser les dossiers, soit parfois d'être un peu plus cher quand je me dis, voilà, je veux absorber les dossiers. Et donc, lorsque j'ai pas le temps... c'est un bon test, ça. Ça, franchement, je le prends pas. Sauf si on paye au moins ça. Exactement. Lorsque je veux pas d'un dossier pour raisons diverses et variées, ou pour plutôt que de dire non, je refuse, je donne un prix et un tarif un peu plus... ça peut arriver, même si... Mais voilà, mais après, c'est aussi parce que la complexité, parfois le dossier, on sent qu'il va être très complexe. Voilà. Et ça s'insère pas forcément. Et ça s'insère pas. Et donc, le seul moyen de le gérer bien, c'est d'être un peu plus cher. Et donc, on est un peu plus cher sur tel dossier. Mais encore une fois, l'objectif est toujours le même. C'est garder le même degré de qualité. Parce que je sais que si jamais je l'avais pris un tarif entre guillemets standard, j'aurais pas pu apporter le même degré de qualité et la même personnalisation à ce dossier. Et donc, ça aurait été perdant-perdant. Je pense que le client n'aurait pas été content au bout d'un moment. Moi non plus, je m'y serais pas retrouvé. Et donc, voilà, finalement, être un peu plus cher, c'est le moyen... Et après, si le client refuse, libre à lui. Mais c'est le moyen de s'en sortir tout en gardant quand même à l'esprit le fait que moi, mon objectif, c'est de gagner ma vie, bien évidemment. Mais c'est aussi c'est de faire quelque chose de qualité parce que c'est comme ça que je m'épanouis et c'est comme ça que je suis content. Voilà. Arriver à un dossier et plaider, encore une fois, comme ça a pu arriver, je le regrette, mais sans savoir exactement parce qu'on est ce qu'il en est, sans avoir pu fouiller, sans avoir pu tout imprimer, c'est pas satisfaisant. Et moi, ça ne me satisfaisait plus. Et c'est pour ça que j'ai changé un petit peu de mode opératoire. C'est plus facile en sortie de conférence. Et aujourd'hui, voilà, en facturant tous les clients, c'est le meilleur moyen justement de trouver des choses de meilleure qualité. Et j'avais une question. Si vous êtes, on a commencé cet échange, vous disiez que vous n'aviez pas du tout anticipé ni d'être avocat et encore moins d'être avocat pénaliste. Le pénal, vous y êtes arrivé sur le tard et sans trop y croire parce que toute votre formation initiale s'était faite dans un autre domaine et que c'est un domaine où il y a beaucoup d'impétrants, peu de place, peu d'élus, etc. Rétrospectivement, quel regard est-ce que vous portez sur votre activité aujourd'hui, sur votre parcours J'ai beaucoup de gratitude, encore une fois, sur les rencontres, les machins, parce que vraiment, je me sens, encore une fois, aligné là où je suis. Et plus ça va, plus je suis aligné. Ça veut dire que quand je commençais, il y avait toujours un truc qui allait pas, que ce soit d'abord la rémunération, le rythme, etc. Et donc, tous ces défauts que j'avais beaucoup au début, j'essaie de les gommer un par un. Et donc, plus ça va et plus j'avance. Parfois, il y a des difficultés nouvelles qui surviennent, mais plus j'avance et plus, comme un entonnoir, j'arrive à viser là où j'ai envie d'être. Donc, c'est une bonne chose. Mais toujours, je me dis quand même, ça fait 8 ans que je suis avocat et je me dis quand même, je suis pas sûr de faire ça toute ma vie non plus. C'est-à-dire, je reste dans cette idée que j'aime beaucoup ce que je fais, je m'y épanouis, mais si j'avais 2 vies, si j'avais 3 vies, peut-être que je passerais ma vie à être avocat, mais j'en ai qu'une. Donc, comme j'en ai qu'une, il y a peut-être d'autres choses, d'autres pistes qui me donnent envie, des choses qui me plaisent. Peut-être qu'au bout d'un moment, alors c'est facile à dire, mais à un moment, il faut faire les choses et c'est difficile d'abandonner ce métier quand on a un confort, quand on a des charges, quand on a des frais. Mais voilà, je me dis que je ferme pas la porte un jour au fait de faire autre chose. C'est un métier qui a quand même ses inconvénients, parfois qui sont impondérables, sur lesquels on peut pas revenir complètement. Il y a des inconvénients à ce métier qui resteront tout le temps. Et donc, je me dis pourquoi pas un jour faire autre chose. Donc, ça trottine dans ma tête, c'est pas forcément pour tout de suite, mais j'ai pas non plus un attachement, même si j'adore ce métier et que je me sens à ma place, j'ai pas un attachement viscéral à ce métier. Moi, le week-end, je suis plus avocat. Vous voyez, autant j'adore ce métier. Je fais des escape games. Non, mais voilà. Autant j'adore ce métier, autant souvent je me dis, je sais plus c'était quoi la phrase dans Alien ou je sais plus, mais moi je me dis la vie est ailleurs quand même. Voilà. J'adore ce métier, j'adore la vie d'avocat, mais je me dis quand même la vraie vie, elle est ailleurs que dans ce métier. Elle est dans ce qu'on peut retrouver dans la vie privée, dans des loisirs privés. Donc j'adore cette vie, j'adore ce métier, mais voilà, la vérité
est ailleurs et je suis pas avocat, je mange pas avocat, je bois pas avocat, le dimanche je ne respire pas avocat. Il y en a qui font ça et bravo, mais c'est vrai que c'est pas mon cas. On a encore 5 minutes, je m'en saisis. Non, mais là-dessus, j'ai récemment interviewé un confrère de conférence, Joris Monin de Flaugerge. Excellent confrère. Et qui en parlait justement de ça et qui disait c'est un métier qui est quand même très éprouvant parce que c'est difficile, encore plus en pénal, d'être avocat qu'à moitié. Et enfin... Je pense que vraiment le pénal, mais aussi certains types de contentieux, la famille, où il y a beaucoup d'urgences de dernière minute, etc., qui est un métier moins planifiable. Une grosse pression, une grosse charge mentale. Exactement. Et il disait, en fait, je pense que c'est presque mieux d'être avocat et de le faire à fond pendant 10, 15 ans. Et puis ensuite, soit parce que ça tire, on est fatigué, ou parce qu'on est plus... potentiellement juste faire complètement autre chose. Plutôt que l'inverse, de chercher un espèce d'équilibre tout le temps, mais qui finalement empêche de vraiment vivre le métier à un moment de façon pleine. Je sais pas, j'ai pas tellement d'opinion là-dessus et j'ai jamais exercé en pénal, donc en plus je me garderais bien de... Mais je comprends cette logique et je comprends tout... Enfin, et il y a en plus des figures tutélaires, je pense par exemple à Éric Morin, qui a quand même été qui est parti, bien sûr. Qui est un grand nom d'avocat et qui a quitté la profession et qui l'a quitté et qui aujourd'hui s'épanouit. Je l'ai croisé à la gare il y a pas longtemps et qui m'a dit qu'il vivait sa meilleure vie dans ses nouvelles fonctions comme directeur juridique, etc. Et je trouve que c'est des figures tutélaires qui inspirent sur le côté, on peut être pleinement avocat, extrêmement reconnu pour son expertise et pour... sa posture comme avocat, etc. Et puis en fait, à un moment, se dire voilà, j'ai fait ce que je voulais faire dans ce métier, j'y retrouve plus ce qui est aujourd'hui important pour moi, et finalement, je vais aller m'épanouir ailleurs. Et ça fait évoluer aussi la figure de l'avocat qui est effectivement qui en fait se retrouve pas tellement. Moi, après presque 300 interviews, je pense que c'est au moins 50% de mes invités qui me disent qu'ils sont devenus avocats par hasard. Donc finalement, c'est assez faux le côté je rêvais d'être avocat toute ma vie et je suis née pour être avocat. Enfin voilà. Mais qui reste un métier très attaché au côté on est avocat et on le reste jusqu'à toute sa vie. Et puis les anciens grands noms, Henri Leclerc, etc., sont devenus avocats honoraires et ils étaient avocats jusqu'à la veille de leur... jusqu'à la tombe, quasiment. Exactement, bien sûr, jusqu'à la tombe, ils étaient avocats. Donc je trouve que c'est un discours... Enfin, je le comprends et je pense que vous êtes de plus en plus nombreux les générations évoluent un peu, je pense. À parler de ça. Mais après, voilà, c'est dur de trouver autre chose dans lequel on s'épanouit, tellement je m'épanouis. Et puis, moi, ma hantise, c'est à la fois de rester avocat toute ma vie, et ma deuxième hantise, c'est un jour de ne plus être avocat et de ne parler que de mon ancienne vie d'avocat. Quand j'étais avocat, je faisais ça, quand j'étais avocat. Et je remarque que, voilà, il y a des gens qui ne sont plus avocats, mais qui parlent beaucoup de quand ils étaient avocats. Et qui se définissent encore comme ancien avocat, alors que ça n'a pas tellement... avocat. Exactement. Moi, je sais que je me définis encore comme ancien avocat, mais c'est plus parce que je sais que en fait, c'est tellement un argument parce que je fais du recrutement d'avocats pour les avocats. Et on se sent légitime en tant qu'ancien avocat. Mais c'est aussi, pour le coup, je le remarque vraiment, je pense que c'est 80% de nos clients qui me disent, en plus, vous avez été avocat, donc vous allez mieux le comprendre. Mais donc ça vous pousse aussi à dire que vous êtes un ancien avocat. Mais ce qui me choque plus et ce qui finalement me peine presque plus, c'est pour des personnes qui sont complètement passées à autre chose, pour qui c'est pas forcément un avantage je veux dire, c'est neutre, quoi. Leurs clients viennent pas, c'est pas un argument de conviction de client, c'est vrai. C'est pas un service pour ce type de clientèle qui fait que ça pourrait vraiment être un truc, le mettre en avant, ça a du sens, et qui continue à se présenter avant tout comme ex-avocat. Et là, je suis allée en mode, mais embrasse pleinement ce que tu es devenu. Mais j'ai eu un exemple qui m'a beaucoup marqué, et c'était il y a longtemps, mais c'était un avocat au nom célèbre, mais bon, peu importe, qui un jour n'était plus avocat. Je l'ai croisé, je le connaissais pas tant que ça, c'est pas un ami, mais qui me dit je suis plus avocat, je suis devenu juriste ou je ne sais quoi. J'en avais marre, c'était trop compliqué. Et puis 2-3 ans après, je le croise à la chambre d'instruction. Et je lui dis, je suis redevenu avocat. Et je lui dis, mais alors pourquoi, machin? Il a été très honnête et ça m'a beaucoup touché. Il m'a dit que ce qui lui avait le plus manqué, c'était le statut. C'est le statut. Et que quand il était parfois en soirée, machin, ça lui manquait. Et j'ai trouvé ça, à la fois, il y a peut-être une forme de tristesse à ça, et à la fois, il y avait une telle sincérité que je comprends. Non, mais c'est beau d'arriver d'être aussi sincère avec soi-même sur exactement. le fait que, il était hyper sincère avec lui-même. Et il y en a plein qui le diraient pas. Il y en a plein qui diraient non, c'est le métier. Et il y a plein et en vrai, ce statut nous plaît aussi. Et il faut le dire aussi, ce statut d'être avocat, c'est un statut, c'est une liberté. On se présente simplement, on n'a pas besoin d'expliquer en 3 paragraphes notre métier. On dit on est avocat, pouf, on a l'impression que ça pose un statut, ça pose un homme. Et il m'a dit
dit avec beaucoup de sincérité, qui m'a beaucoup touché, parce qu'on peut juger le fait qu'il ait dit ça et qu'il ait fait ce retour pour ça. Ouais. On n'a vu pas que ça, mais ce retour pour ça, on peut le juger en disant c'est un peu superficiel, etc. Et au contraire, moi j'ai trouvé ça très touchant, très mais je sincère. trouve ça extrêmement touchant qu'il ait l'honnêteté Voilà. à la fois envers lui lui-même et envers moi que je connais. et Encore une envers fois, les c'est pas un autres. ami, c'est pas c'est quelqu'un que je connaissais un petit Exactement, de peu, mais pouvoir voilà. dire ça, Et donc voilà, c'est dur de quitter ce métier. Encore une fois, c'est pas pour aujourd'hui, mais si un jour je devais le quitter, je pense que ce serait aussi un arrachement. Il faudrait vraiment que l'ailleurs et que l'après soit très enthousiasmant pour que je puisse renoncer à tout. Donc le métier, le statut, la liberté, à tout. Et dernière question, là aujourd'hui vous dites que vous avez gommé progressivement les choses qui apportaient de l'inconfort dans votre exercice et qu'aujourd'hui vous êtes entre guillemets de plus en plus aligné. Si vous pouviez gommer, quelle est la prochaine chose que vous avez envie de gommer dans votre exercice pour être encore plus confortable? Je pense que, mais ça c'est, je parle beaucoup d'avocats beaucoup plus âgés que moi qui me disent que c'est impossible, mais je pense que c'est le caractère imprévisible du métier, sur tous les plans. Donc imprévisible sur les choses qui arrivent et sur le plan financier, faut dire ce qui est. C'est dur. Alors moi, surtout moi qui fais du droit pénal, mes clients n'ont pas d'abonnement chez moi. Vous voyez, je reçois pas tous les mois quelque chose. Donc chaque mois, on repart. J'exagère un peu, mais chaque trimestre, on repart à zéro. Et on se dit toujours, mais de quoi l'avenir est fait? Parce que je dis, je resterai avocat toute ma vie, mais est-ce que j'aurai les moyens de rester avocat toute ma vie? On sait qu'encore une fois, j'ai commencé, donc je finis aussi par là, mais avec la carrière d'acteur, il y a des acteurs qui ont beaucoup tourné dans les années 90, puis qu'on voit plus du tout, parce que moins de désir, moins d'envie, parce que les carrières, c'est des hauts et des bas. Et c'est vrai que le caractère un peu imprévisible de ce métier, de quoi demain, ou en tout cas après-demain sera fait, etc., je pense que c'est, sauf à, encore une fois, être structuré sur des sociétés, des choses comme ça, dans le pénal général, pour parler à beaucoup d'avocats plus âgés, je pense que c'est impossible à gommer complètement. Mais voilà, le caractère imprévisible de ce métier fait que ça génère parfois un peu d'inquiétude. Et c'est difficile. Et vous voyez, vous m'avez dit, mais je pense à deux. On dit parfois, voilà, il y a 99% de mes clients, je les adore. Et je m'entends très bien. Ils me donnent envie de me faire ce métier. Et voilà. Et parfois, et on ne sait pas pourquoi, il y a 1% de clients qui nous emmerdent. Faut dire ce qui est. Et ça, c'est très dur de les repérer à l'avance. Encore une fois, là, j'en ai eu récemment en janvier un client vraiment très, très difficile avec qui. Et ça, c'est pénible parce que ça, c'est un tout petit dossier parfois et ça vient vraiment nous abîmer complètement et ça nous détruit, il ne faut pas exagérer, mais ça nous met du vague à l'âme, ça nous remet en question comment je fais les choses, est-ce que parfois il n'a pas raison. C'est 1 client sur 100, mais ce client-là, qui est très difficile à repérer à l'avance, parfois il revient, il prend une importance, il prend une importance folle, il nous fait broyer du noir et ça voilà. Donc vous m'avez dit mais c'est 2, c'est le client noir, la boule noire qu'on espère ne pas piocher, mais parfois on la pioche et c'est terrible. Mais on peut se dessaisir du dossier. Ouais, mais parfois ils nous poursuivent. Ouais. Parfois ils trouvent des moyens. Parfois il y a des choses. Enfin, on peut se dessaisir. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais de plus en plus. Justement, ça, j'essaie de progresser. C'est très rapidement maintenant à la première emmerde ou au premier drapeau non pas rouge mais drapeau jaune. Je dis. Ça suffit, au revoir, je veux pas d'emmerde. Mais déjà, il faut une certaine liberté financière pour le faire, parce que parfois, ça inclut des choses. Et ensuite, parfois, c'est le drapeau rouge direct. C'est pas le drapeau, c'est pas progressif. Donc voilà, c'est imprévisible. Et on a le client boule noire qu'on essaye de pas avoir, qu'on repère parfois un petit peu à l'avance, mais pas toujours. Donc voilà, c'est un métier où il y a des inconvénients. Mais dans le métier en lui-même, ce qu'est le métier, là, je m'épanouis de plus en plus, je kiffe de plus en plus et je prends beaucoup de plaisir. Et donc, pourvu que ça dure. J'ai 4 dernières petites questions et ensuite on rend le studio. La première, c'est quelle est votre dernière joie? Quelle est ma dernière joie dans ce métier? En plus, j'en ai eu récemment. Faut juste. Oui, j'en ai eu ce métier. J'ai eu la joie d'un client pour lequel j'ai eu une relaxe. Donc c'est une joie un peu banale, mais en plus c'était un dossier d'agression sexuelle, premier relax de l'année 2025, donc c'était au tribunal de Nanterre, c'était une COPJ, donc ça faisait 1 an qu'on attendait cette audience, et donc il a été relaxé purement simplement, pas d'appel du parquet, et donc voilà, ça c'est toujours une immense joie, c'est le plus beau mot. Quel est le plus beau mot pour un avocat? Il y en a 2, c'est relax et acquittement, donc vraiment une immense joie. Quel est votre principe déontologique préféré? La confraternité. Moi, j'y tiens beaucoup et je suis pas d'accord avec tous mes confrères sur beaucoup de choses, mais pour moi, c'est important. Voilà, des confrères avec lesquels je suis pas d'accord, parfois on s'écharpe, etc. Et je suis toujours, moi, très peiné. Je parle des clients difficiles, le client boule noire, mais parfois il y a le confrère boule noire. Et je suis toujours très peiné quand les confrères attaquent d'autres confrères. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Mais moi, j'essaye, quand il y a des avocats qui font pas bien, pour qui c'est difficile, et parfois on le voit un peu dans la presse, sur les réseaux. Et même, disons les choses, parfois des avocats qui déconnent, ça arrive, et j'ai dû déconner, et je déconnerai souvent peut-être, mais en tout cas, même quand un avocat déconne, pas tirer sur l'ambulance, et au contraire, je trouve que notre métier, c'est plutôt mettre la main sur l'épaule et dire, bon bah voilà, on fait le même métier, on sait que c'est difficile, on sait que parfois on fait des erreurs, et je suis toujours peiné, vraiment peiné, lorsque je vois qu'il y a des confrères qui
qui tire sur d'autres avocats. Vraiment, c'est quelque chose non seulement que je comprends pas, mais qui est à l'opposé total de nos valeurs d'avocat. Donc moi, la confraternité, pour moi, c'est très important. Et dernière question, qu'est-ce que vous portez sous votre robe ? Sous ma robe, je porte un costume. Je mets souvent un costume sous ma robe, une cravate. C'est une réponse sans doute très classique, mais je m'habille de manière assez classique. Je mets souvent une cravate, peut-être pour faire plus sérieux, je ne sais pas pourquoi, mais je m'habille en costume sous ma robe. Et alors, sous ma cravate et sous le reste, là-dessus, il y a ma personne. Sous Maître Slama, il y a Dylan. Et je préfère Dylan à Maître Slama quand même beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous.